On avait décidé d'organiser la journée avec des témoignages. Donc on invite sur cette table ronde des personnes qui ne pratiquent pas l'herboristerie au comptoir. Donc ce sont des personnes qui travaillent avec les plantes médicinales d'une autre façon. Chacune va nous en parler. Simplement, avant de démarrer cette table ronde, je voulais faire un petit rappel. Nous avons aujourd'hui une journée importante au niveau mondial, puisque c'est la journée internationale d'information sur les conséquences et la gravité d'un phénomène qui nous touche pratiquement tous, qui est la maladie de Lyme. Je voulais le rappeler. D'après certaines hypothèses, 80% de la population en Occident est concernée par cette maladie. Donc aujourd'hui, on n'a que quelques personnes qui se disent malades. Voilà. Donc simplement pour information, ne pas oublier que cette maladie est une maladie nouvelle qui est montante. Et dans le cadre du travail quotidien que font les herboristes justement ont des réponses par rapport à cette maladie. Puisque c'est dans l'intérêt du terrain que résident des solutions de cette maladie. Voilà. D'ailleurs, à propos de ça, juste une parenthèse, moi je préfère dire que des gens sont porteurs de la borréliose, cette fameuse bactérie qui cause ce souci, plutôt que de parler de maladie de Lyme. Donc, quand on est dans la maladie, on est déjà un peu un pied dans la tombe, alors que quand on dit qu'on est porteur, on entend toujours le mot porteur sain. Voilà. Donc je préfère partir du principe que toute personne peut être porteur de la borréliose, et malheureusement un porteur... tant qu'on n'aura pas prouvé le contraire, un porteur définitif. Voilà, donc, cette table ronde, on a donc 4 personnes qui ont des compétences différentes. Je suis entouré de 4 dames en plus. Je vais commencer par Julie, parce qu'il faut bien commencer par un bout. Je vais proposer à Julie de se présenter, d'ailleurs aux 4 personnes, et après on reviendra sur le quotidien et ce qu'elles font et comment elles vivent leur passion. Donc je vous demandais chacune de vous présenter en quelques mots, quelques minutes, puis après on reviendra sur chaque expérience. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Julie Subirana, je suis médecin généraliste phytothérapeute, bien qu'on n'ait pas le droit de marquer phytothérapeute sur sa plaque. Donc il y a d'autres, par exemple quand on est acupuncteur, on peut le marquer, mais phytothérapeute, non. Je ne sais pas pourquoi, j'ai demandé à Laure, ils ne savent pas, bref. Donc je suis venue à la phytothérapie parce que ma grand-mère aimait les plantes, donc je sais c'est un peu cliché, désolée. Et après du coup j'ai fait un diplôme universitaire de phytothérapie à la faculté de Lyon. Et eux, comme la botanique m'intéressait, mais je trouvais que leur formation était un peu light, en fait ils m'ont adressée vers l'école lyonnaise des plantes médicinales. Et du coup j'ai suivi le cursus d'herbaliste là-bas, et j'ai adoré du coup. Et donc maintenant j'essaye de pratiquer au jour le jour, donc... dans mon exercice médical, donc c'est pas toujours facile parce que à cause du coût, de l'accès aussi, quand on est dans certains endroits, à part dans les magasins bio, il n'y a pas forcément d'herboristerie, sauf à Lyon bien sûr, où là c'est plus simple, ou dans les grandes villes où il y a des grosses herboristeries. Et par ailleurs, j'écris aussi des thrillers sur les plantes. Voilà. Sabine. Bonjour, donc moi je suis Sabine Torté, donc comme Obélix je suis tombée dans la marmite de potions. Donc mon grand-père était déjà ramasseur de plantes, mon père ramasse encore des plantes et nous ramassons des plantes et les faisons récolter un petit peu dans le monde entier, donc avec tout ce que ça implique de traçabilité et de responsabilité au niveau des gens qu'on implique et qu'on éduque en fait à la reconnaissance organoleptique des plantes et puis le respect des gîtes naturels, donc voilà, toutes les polluants qu'on peut déposer en ramassant les bouteilles d'eau, les mégots de cigarettes, les choses comme ça. Donc ça c'est un travail de fond. Voilà, donc ça fait une 50aine d'années maintenant. Bonjour, Geneviève. Donc moi je suis tombée, j'allais dire, dans la marmite il n'y a pas très longtemps et je voudrais d'ailleurs dénoncer l'école lyonnaise des plantes pour ça, puisque j'ai eu la chance de suivre le cursus au siècle dernier. Et après 34 ans, j'allais dire, en laboratoire de recherche et développement microbio, je me suis installée comme productrice de plantes médicinales dans l'Ain. Et également, j'ai la chance de donner des cours à l'école lyonnaise. Et puis, j'allais dire, une de mes passions, c'est de transmettre finalement le savoir autour de chez moi, parce que je me rends compte qu'il y a une forte demande
par rapport à tout ce qui est j'aimerais bien connaître les plantes qui m'entourent, à quoi elles servent, etc. Et donc je pense que ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Voilà, donc je suis une jeune vieille agricultrice puisque je suis installée depuis juin 2012 et donc là je suis dans la montée en puissance de notre exploitation avec, j'allais dire, tout ce qu'il y a autour. Et c'est vrai qu'à 58 ans, des fois on pourrait se dire bon je vais être tranquille, mais non, les plantes nous rattrapent et elles nous invitent fortement à nous occuper d'elles et à transmettre. Bonjour, je suis Pascal Imbert, pharmacien, donc docteur en pharmacie, qui me suis spécialisée dans les plantes donc très rapidement au cours de mes études. J'ai travaillé, alors moi je suis le vilain petit canard parce que j'ai travaillé plus de 10 ans pour les laboratoires Arcopharma, pour les gélules. Et puis de fil en aiguille, je me suis intéressée à la médecine traditionnelle chinoise, qui m'a ouvert un univers incroyable. Donc j'ai changé petit à petit d'état d'esprit par rapport aux plantes, par rapport à la santé. Et de fil en aiguille, donc, je me suis intéressée à l'herboristerie grâce à Patrice que j'ai rencontré, grâce à son équipe. Et puis en rencontrant des gens, je crois qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin, cet après-midi. Je crois qu'il faut rester très très ouvert. En fait, très ouvert. On dit que les enfants sont des éponges, mais il faut rester enfant. Il faut que quand on entend quelque chose qui peut nous choquer, parce que moi, venant de la pharmacie, de l'industrie pharmaceutique, j'ai été choquée par certaines idées, mais j'ai toujours voulu voir au-delà. Et en fait, ça m'a ouvert des univers magnifiques, magiques. Et je remercie donc tous les gens que j'ai rencontrés. Et alors maintenant, un autre univers que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est l'aromathérapie. Et je crois, le conseil que je vous donnerai, c'est rester ouvert, ayez cet esprit curieux et libre. Voilà, surtout quand vous occupez des plantes. Merci beaucoup. Si je dois poser une question, je vais demander une première question. Est-ce qu'il vaut mieux perdre sa passion ou se perdre dans sa passion? Est-ce qu'il y en a une de vous quatre qui veut rebondir sur cette question? Se perdre dans notre passion. Oui, se perdre dans notre passion. Et pourquoi? Parce que du coup, c'est la vie qui nous guide, les choses se font d'une manière ou d'une autre, et c'est vrai que c'est tellement riche, il y a tellement de gens, je veux dire, moi par rapport à mon expérience qui met en place des gîtes de production dans différents pays, la Bulgarie, etc., les gens sont tellement, c'est beaucoup d'émotions, c'est tellement beau, c'est tellement enrichissant personnellement, donc quelque part on se perd, mais c'est vraiment pour se trouver et trouver quelque chose vraiment de plus global et de plus... voilà, moi c'est comme ça que je vois la chose. Alors toi Sabine qui dirige une entreprise de grossistes, ramasseurs, grossistes, et que tu organises des ramassages, est-ce que tu passerais le message à des personnes qui voudraient se lancer dans ton métier, un message positif ou un message de mise en garde? Non, un message positif, mais tout en restant vigilant en fait par rapport aux législations. Voilà, on peut très bien aujourd'hui vivre sa passion des plantes et être herboriste, mais il faut effectivement se garantir de certaines qualités, et surtout quand on fait de l'importation de plantes ou des choses comme ça. Voilà, c'est juste des choses qu'il faut savoir mettre en place en fait pour la crédibilité même de la filière et garantir le futur. Donc merci. Non, il faut y aller en fait, il faut y aller, mais il ne faut pas vouloir brûler les étapes, il faut demander conseil éventuellement, vraiment aujourd'hui c'est le moment ou jamais. Et voilà. En étape, qu'est-ce que tu verrais comme étape pour quelqu'un qui veut se lancer sur le ramassage et fournir déjà, voilà, la reconnaissance organoleptique, ça c'est la première chose. Et puis après, effectivement, il y a les écoles d'herboristerie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans ou 45 ans, en fait.
toi-même, ton père avait ces compétences? Il les a acquises de par mon grand-père, qui lui-même était radiesthésiste, magnétiseur, et donc faisait déjà des remèdes et utilisait les plantes pour sa ferme, pour les animaux déjà, hein, l'ortie beaucoup pour les bovins, etc. Et chose aujourd'hui que nous, on propose beaucoup de complexes de plantes pour l'alimentation animale, pour pallier aux problèmes d'élevage, par exemple, pour un remplacement des antibiotiques, des choses comme ça, pour essayer d'avoir... voilà. Donc finalement, tu fais de l'herboristerie en partie pour les animaux? Non, pour tous les êtres vivants, puisque on utilise aujourd'hui aussi les plantes pour les plantes. C'est-à-dire, on parle beaucoup du purin d'ortie ou des choses comme ça, mais aujourd'hui, c'est vrai que pour les vignerons, les arboriculteurs, les maraîchers, pour les méthodes Déméter, etc., il y a beaucoup d'extraits de plantes, enfin de macérats de plantes qui sont utilisés pour la plante. Merci. Julie, dans ton quotidien, est-ce que tu penses que c'est est-ce qu'il y a un risque à se perdre dans sa passion, ou au contraire un risque de perdre sa passion? C'est une ouverture, oui, il vaut mieux se plonger dedans. Pour moi, c'est vraiment un plus parce que je me suis mis à la phytothérapie avant d'avoir fini mes études, en fait, parce que j'étais sidérée par la fermeture d'esprit et par mon futur avenir, en fait. En gros, c'est un peu schématique, mais voilà, donc du coup, j'avais besoin de cette ouverture, de faire autre chose. Et du coup, ensuite, j'ai poursuivi dans cette voie-là parce que j'ai fait une thèse sur les plantes avec une anthropologue. Donc on a cherché sur les forums internet comment... on ne parle pas beaucoup d'internet et pourtant c'est énorme, toutes les recettes qui sont échangées, tous les gens qui vont sur des sites. J'ai relevé des milliards de discussions. C'est vraiment un terrain bien particulier. Il y a beaucoup de médecines traditionnelles en fait, qui sont répertoriées sur internet. C'est un vrai vivier. Et les gens cherchent des informations de partout, donc ils tapent tous des questions dans tous les forums. Donc avec cette anthropologue, on s'est amusé à essayer de comprendre le rapport des hommes et des plantes, comment ils voyaient la plante, comment ils l'utilisaient, pourquoi ils préféraient la plante en vrac ou la gélule, etc. Donc voilà, c'était vraiment passionnant. C'est très vaste en fait. Donc pour moi, on s'y perd facilement aussi. D'accord. Gilles Corjon tout à l'heure nous disait que c'était dans la contrainte qu'on avançait. Finalement, c'est aussi dans la contrainte on va dire, d'une possibilité d'exprimer une envie, un métier, que ça t'a permis d'avancer. Oui, c'est ça. Je me suis sentie coincée et c'est ça qui m'a donné envie. Est-ce qu'on a une contrainte quand on est producteur qui se lance, Geneviève? Oui, énormément de contraintes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose... Donc moi, je suis installée en tant qu'exploitation agricole. Et donc, on rentre dans toutes les contraintes du monde agricole. Ensuite, j'allais dire, on a plein de choses qui nous éloignent un petit peu de notre cœur de métier qu'on a choisi, parce qu'on est à la fois comptable, à la fois gestionnaire, on doit s'occuper de tout ce qui est réglementation. Mais une fois que ça s'est passé, j'allais dire, on peut plus se concentrer sur son métier par rapport aux plantes. Et moi, ce que je constate également avec les plantes, c'est que quelquefois, c'est une excuse de rencontre avec les gens. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui viennent nous voir parce qu'ils ont envie de... le prétexte, c'est peut-être « Ah oui, j'ai cette maladie, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» Moi, je ne suis pas... j'allais dire, j'ai pas les diplômes nécessaires reconnus par l'État. Donc, ça nous met toujours en position un peu délicate, toujours par rapport à la loi. Donc on a des petites astuces, c'est-à-dire que quand on va discuter de plantes, je prends un livre référencé et puis je l'ouvre à la page de la plante dont il est question et ça permet comme ça d'échanger. Mais je pense moi je suis facilement hors la loi par rapport aux plantes, puisque c'est très difficile de vendre des plantes sans expliquer à quoi elles servent. Et puis on est aussi des poètes, puisque quand on va faire des mélanges de tisanes, on n'a pas le droit non plus de noter des allégations, donc on va trouver des titres aux tisanes qui vont, j'allais dire, évoquer des choses, mais qui ne vont pas dire qui soient. Bon, nous on a toute une gamme au bonheur de, donc le bonheur des articulations, le bonheur de... etc. Et donc on est effectivement coincé là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a, moi je le vois, il y a une demande, ça c'est clair, et puis il y a en face, pour donner la réponse, moi je suis, je pense, hors la loi. Pascal, après avoir travaillé à Arco-Pharma, moi je connais des gens qui travaillent dans des laboratoires, qui ont des formations universitaires de départ, et puis qui finalement se disent tout va bien, moi j'ai un statut, j'ai un salaire, je vais pouvoir payer ma maison tranquillement et éduquer mes enfants. Finalement, ils ont perdu leur passion.
Et toi, au contraire, tu as décidé ni de perdre la passion, ni de se perdre dans la passion. Non, moi en fait, bon, j'ai remarqué que je ne pouvais pas faire les choses à moitié. Alors, donc, quand je travaillais à Arco Pharma, bon, j'ai passé de très bonnes années à Arco Pharma. J'ai appris beaucoup. Bon, j'étais en affaires réglementaires, on peut dire, développement pharmaceutique plus précisément. Donc c'était vraiment quelque chose de très ciblé, très carré, et qui me demandait beaucoup d'investissement. Et bon, j'ai aimé ça. Puis j'ai eu 3 enfants, donc j'ai laissé tomber l'industrie qui me demandait trop, et je me suis consacrée à mes enfants. Mais je ne pouvais pas laisser la partie plante et intellectuelle. Donc j'ai continué et j'ai travaillé donc, pour les entretiens internationaux de Monaco. Je travaillais de chez moi, donc ça m'allait tout à fait. Donc j'ai fait des articles sur les médecines complémentaires, organisé des congrès sur la médecine chinoise. Et en fait, tout ça, c'est d'une richesse tellement incroyable que ça nourrit, en fait. Ça nourrit, même si j'étais derrière mon ordinateur, que j'avais mes 3 enfants, j'étais nourrie par les rencontres, par ce que j'apprenais, parce que j'ai beaucoup appris quand même dans les livres. Et je vois qu'encore aujourd'hui, je continue à m'émerveiller parce que les plantes, c'est infini. Voilà, c'est infini, c'est ce qui nous entoure, c'est ce qui nous fait vivre, c'est notre oxygène. Et on ne peut pas rester insensible, surtout de nos jours où on voit ce qu'on fait donc, dans notre monde actuellement. Je crois que le devoir donc, des gens qui aiment les plantes, c'est d'avoir aussi un regard écologique. Et de faire passer cet amour-là, de faire passer ce respect vis-à-vis de la nature. Et maintenant, j'œuvre un peu dans ce sens-là, en ayant quitté vraiment le côté très très scientifique de la molécule par rapport à l'effet thérapeutique, en me tournant vers quelque chose de plus général et de plus écologique. Alors j'écris régulièrement sur un site fait par des amis, 4 femmes qui sont géniales, qui s'appelle C'est Bio la vie. Et justement dans cet esprit-là, dans un esprit vraiment de présenter notre monde tel qu'il est, avec toutes ses beautés, toutes ses richesses, et qu'il faut préserver. Sabine, tu vas rajouter quelque chose? Je viens de dire Pascal, je pensais que... Non, c'est... Oui, je vais faire passer le micro dans la salle et on va répondre. Bonjour à tous, je voudrais juste compléter... Ah pardon. Bon. Donc Marie-Claire Buffière, donc avec mon époux Régis Buffière, nous sommes cueilleurs depuis 30 ans de plantes médicinales sauvages dans toute la France. Je voudrais compléter un petit peu vos interventions en tant que passionnés de plantes. Donc ce qu'on voulait dire aussi, c'est qu'on est en train de s'organiser, tous les cueilleurs, aussi bien les individuels que les cueilleurs qui sont dans le syndicat des SAM, que les cueilleurs qui sont dans les coopératives comme la Sicarapam. Donc on se fédère au niveau de la cueillette française pour avoir un label de qualité cueillette française. On est en train de travailler avec la Fondation Hermès en Suisse sur une charte de cueillette sur les bonnes pratiques de la cueillette. Voilà, donc à un moment donné, ce sera intéressant que nous, on est juste à la base, on est à 4 pattes, on ramasse les plantes et donc on les transforme aussi. Enfin, nous, personnellement, on ne les transforme pas, on a des collègues qui les transforment. Et puis vous les conseillez, vous les vendez. Donc à un moment donné, il y aura un lien, je pense, qui sera intéressant à faire dans nos professions. Ouais. Je voulais juste dire que ce que vous dites là est important, c'est qu'en fait, la qualité, on demande de plus en plus de contrôle sur les produits en fait, obtenus notamment au niveau des huiles essentielles. Et ça, bon, ça peut être dramatique pour les petits producteurs, notamment derrière chez moi, là, parce que moi je suis de Nice, de la région niçoise. Et dans l'arrière-pays, il y a énormément de petits producteurs locaux qui font un travail merveilleux. Et on leur demande de plus en plus de contrôler leurs huiles essentielles. Et ça, c'est peut-être la mort justement des petits producteurs. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'ils disent bien que la qualité ne se contrôle pas, mais elle se fabrique. Donc, je pense que la culture des plantes, c'est à ce niveau-là. Voilà. Ma question, c'est, M. Astier, vous êtes naturopathe, est-ce que ça permet de travailler avec plus de liberté au niveau des plantes? Je crois que vous êtes naturopathe.
Oui, je Et suis je voulais naturopathe. savoir si le fait d'être naturopathe, ça vous permet de travailler plus librement au niveau des plantes, justement, pour pouvoir les prescrire ou les conseiller. Alors moi, je suis venu pour donner la parole à ces 4 dames, mais je vais répondre à votre question. Je pense qu'un naturopathe est une personne qui a un travail on va dire, sa mission première, c'est de faire des bilans de santé. C'est donc quelqu'un qui va travailler en cabinet. Et donc, un naturopathe, s'il a des compétences dans le domaine des plantes, c'est pour lui une corde énorme à son arc. Par contre, il y a des naturopathes qui vont travailler avec des outils différents, qui peuvent utiliser autre chose que ce qu'on utilise en herboristerie ou dans le domaine de la phytothérapie, des galéniques différentes des plantes. Je pense que en fait, ce sont 2 métiers qui se côtoient, en fait, le métier de l'herboristerie, enfin les métiers qui gravitent autour de l'herboristerie et les métiers qui gravitent autour de la phytothérapie. Parce que tout à l'heure, Patrice a précisé que c'était 2 mots différents. Effectivement, l'herboristerie, quelque part, c'est un savoir assez universel des plantes, et de l'autre côté, la phytothérapie, c'est plutôt un savoir avec une approche universitaire. C'est un héritage un peu universitaire des plantes que l'on a en phytothérapie. Et aujourd'hui, quand on s'intéresse à la phyto, on se dit, bon, comment je vais utiliser quelque chose qui m'est proposé par quelqu'un d'autre? Alors qu'en herboristerie, c'est comment je vais utiliser des plantes dont je connais le sourcing, et ce sourcing est relativement court, et je peux même, moi, j'ai la compétence et j'ai le savoir-faire, pour que ce sourcing, je le fasse. Je peux aller dans un jardin, j'ai ramassé des plantes il y a quelques mois, je les ai fait sécher, je sais faire toutes ces étapes. Voilà, donc je pense que ce sont 2 univers différents. Et ce qui les différencie aussi un petit peu, c'est pour répondre à votre question par rapport au naturopathe, je dirais que le naturo travaille en cabinet, mais connaît bien les plantes. Alors que l'herboriste, lui, il travaille au comptoir ou dans des univers similaires, pour ne pas s'arrêter à cette histoire de boutique. Et par contre, l'herboriste, il a un pied au jardin. Alors que quelque part, le naturopathe, s'il a un pied dans son jardin, c'est toujours super. Parce que donc on dit qu'on est des hommes de la nature, à condition qu'on ne soit pas dans les choux. Mais il faut qu'on soit effectivement en contact. Mais je pense que l'herboriste, quelque part, il a une mission d'être en contact avec la nature en premier lieu. Voilà. Et donc c'est pas parce qu'on est naturopathe que c'est intéressant, je dirais plutôt que c'est parce qu'on est herboriste qu'on pourrait prétendre à bien connaître les plantes. Et c'est aujourd'hui la raison pour laquelle on se réunit, on parle de nos passions, pour vous dire, voilà, donc nos passions, c'est l'herboristerie. Et même si moi j'ai fait une formation de naturopathie, j'ai fait une formation de naturopathie parce que j'étais tisanier, parce que je vendais sur les marchés des plantes, je prenais, ce que disait Gilles, on fait des associations de plantes, et à un moment je me suis dit, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire des mélanges. Puis je me suis aperçu en fait que je connaissais pas assez bien le corps humain. Donc j'ai fait des études de naturopathie qui m'ont apporté un plus, mais je ne revendique pas le statut de naturopathe aujourd'hui, ça c'est clair. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, je vous remercie. Moi, si vous le permettez, je voulais rebondir par rapport à votre production de plantes et par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la qualité. Donc en fait, ce qu'on demande aux producteurs, en fait, c'est de bien faire son travail, de produire la plante comme vous savez le faire avec amour et passion et comme vous le sentez en fait. Et après tous les contrôles, c'est par exemple des sociétés comme la nôtre qui va les réaliser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux producteurs d'effectuer les contrôles pesticides, métaux lourds, tout ce que demande la législation aujourd'hui au niveau des compléments alimentaires et autres. Donc ça, ça doit pas être une inquiétude pour le producteur, la législation actuelle, puisque après là où vous allez vendre vos plantes, par exemple à une société comme la mienne, c'est notre rôle à nous en fait d'assurer de vérifier la qualité, etc. Mais si les plantes sont bien produites, il n'y a pas de raison que la qualité ne soit pas là. Bonjour, moi je suis étudiante en pharmacie, je suis là. En 3e année de pharmacie, et je voulais savoir si vous aviez des conseils peut-être à donner aux étudiants qui s'intéressent aux plantes, quels seraient les conseils d'études ou je ne sais quoi. Je sais pas actuellement ce qui se fait en pharmacie, s'il y a toujours de la botanique. Parce que bon, quand j'ai fait mes études, moi la botanique était en première année, donc c'était pour le concours.
Et c'est vrai, alors ce que j'ai regretté après, m'en suis rendu compte plus tard, c'est qu'en fait on apprenait les schémas, tout ça, il y avait une théorie incroyable, mais alors la plante on ne la voyait jamais. Et ça, c'est un grand reproche qu'on peut faire, et c'est ce que justement l'école lyonnaise là prône, c'est-à-dire qu'on a au départ la plante, et la plante qu'il faut reconnaître d'un point de vue botanique, et ça c'est primordial. Alors je ne sais pas ce qu'on vous... Nous on a très très peu de formation sur les plantes. Voilà, et ça, je pense que quoi qu'on fasse avec les plantes, il faut quand même retourner à celles-ci en tant que telles dans la nature. Voilà, moi c'est le premier conseil que j'ai à donner, c'est savoir la reconnaître déjà. Et dès qu'on connaît la plante, c'est plus facile de l'apprendre. Et c'est ce qui se passe à l'école lyonnaise, c'est qu'on a la plante de A à Z, c'est-à-dire dans le champ et après jusqu'à son activité thérapeutique. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, mais ensuite, une fois qu'on a le diplôme de pharmacien, par exemple, en officine... Et après, il faut aller dans des formations, en fait, se former, lire beaucoup, et se former en la partie d'école, que ce soit en phytothérapie, en aromathérapie, dans plusieurs domaines. Il y a pas mal de diplômes universitaires qui sont en train de se monter, et la ville de Lyon en a monté un il y a 2 ans, donc c'est un diplôme interuniversitaire avec la fac de Marseille. Voilà. Et sinon, effectivement, il n'y a quasiment plus de botanique au cours de la formation en pharma, et ça va encore diminuer cette année, là ils ont encore réduit, je crois, le budget. Et par contre, ça peut se prendre en option dans certaines facultés, mais pas dans toutes. Et sinon, il y a des diplômes universitaires, et je crois que cette année, il y en a eu plusieurs qui ont été créés. Donc ça aussi, c'est en augmentation. Et d'ailleurs, cette année, l'année dernière, ils ont dû déjà refuser du monde alors que ça venait d'être créé. Mais donc, une fois qu'on passe ces diplômes, donc on a ça dans notre officine, comment est-ce qu'on peut le pratiquer, quoi? Donc ça, c'est vraiment des diplômes de phytothérapie. Donc, comme disait Pascal, donc ça ne va pas être des diplômes... Enfin, on ne va pas apprendre à reconnaître. Il y a quelques cours de botanique, mais c'est léger. Après, il faut faire des écoles d'herboristerie si on veut vraiment apprendre à reconnaître les plantes, à savoir les cueillir, les préparer. Ça, c'est dans des écoles d'herboristerie. Et puis, vous aurez aussi d'autres réponses dès demain. Parce que donc demain, nous abordons une autre question, c'est quelles sont les contraintes, mais surtout quelles sont les perspectives. Voilà, donc vous aurez d'autres réponses. Merci. En attendant d'avoir la prochaine réponse, juste une chose, Jean-Marie Pell ce matin parlait d'associativité. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce mot qui est très fort. Et je dirais qu'effectivement, quand on est petit producteur ou ramasseur-cueilleur et qu'on se retrouve devant ces contraintes réglementaires qui nous obligent à faire des analyses qui coûtent, comme on dit poliment, très cher, parce que je ne l'ai pas dit. C'est vrai que la réponse, c'est plutôt effectivement de se rapprocher entre personnes compétentes et qui font le même métier et de mettre des moyens en commun. Effectivement, donc je pense que ça passera par des coopératives, ça passera par des syndicats, ça passera par des groupements d'intérêt économique, et c'est comme ça qu'on pourra avancer, et ce sera une réponse à ces technocrates qui aujourd'hui nous posent des contraintes. Et puis c'est en faisant ce travail-là et en faisant un travail d'information auprès d'eux, ce qu'on appelle le lobbying en anglais, donc pour leur expliquer qu'ils ne sont pas forcément dans le vrai, et bon, tôt ou tard ils finiront par nous écouter quand même, parce que quand on sait qu'on est dans le sens et dans la bonne vibration, on a une force qui se décuple, d'autant plus si on est nombreux. Oui, bonjour, Marianne Ducamp. Je viens du sud-ouest, je viens des Pyrénées-Atlantiques. Je suis en 3e année à l'école lyonnaise des plantes médicinales, et c'est une reconversion professionnelle, on va dire. Mon métier, c'est le développement économique, et j'ai découvert les plantes médicinales en fait en Afrique, en m'apercevant qu'on était en train de déposséder les Africains de leur pharmacopée traditionnelle, alors qu'on avait des problèmes de santé et qui ne peuvent pas accéder à l'allopathie. Et petit à petit, donc, je me suis rapprochée du secteur des plantes médicinales en découvrant avec stupeur effectivement que nous aussi, les Européens, les Français notamment, on était privés totalement de ces connaissances ancestrales, et qu'un lobby extraordinaire était organisé pour ne pas pouvoir retrouver cette connaissance. Moi, je me suis engagée pour ma région à travers 3 projets. La plantation d'un jardin botanique pour le public, pour leur apprendre à découvrir les plantes vivantes, les reconnaître. Autour du jardin, des activités de connaissance des plantes, à la fois du côté botanique et aussi de l'usage des plantes.
peut-être que l'école lyonnaise un jour pourra venir intervenir aussi d'une manière ou d'une autre dans notre région. Elle le fait déjà un petit peu dans les Pyrénées-Orientales, ou en tout cas dans l'Ariège. Et puis, mon souci, c'est la structuration de la filière. Et en fait, sur la table qui est devant nous, autour de M. Astier, on peut dire qu'il y a presque totalement la filière, à part peut-être la distribution, encore que lui représente aussi la distribution, sinon l'herboristerie réellement, mais enfin, sûrement une grande partie de l'herboristerie. Donc on a des productrices, des cueilleurs, qui sont capables d'apporter des plantes de bonne qualité et de les tracer aussi, puisque la notion de traçabilité c'est très important. Et on a aussi des transformateurs, avec vous madame, en tout cas dans votre ancienne carrière, jusqu'aux prescripteurs avec Julie qui est donc médecin. C'est cette filière-là qu'il faut organiser parce que on va faire face à une réaction énorme du secteur de la médecine conventionnelle et de la pharmacie industrielle, et que actuellement le secteur des plantes médicinales, j'analyse qu'il est extrêmement fragile parce que les producteurs ont beaucoup de mal à survivre de leur activité. Or, ils font un travail de grande qualité, mais qui n'est pas rentable. Et ces producteurs, quand ils vont chez l'herboriste, ils se voient fermer la porte parce que leurs plantes sont trop chères. Elles ne permettent pas d'accéder aux consommateurs avec les marges qui vont couvrir les frais de distribution de l'herboristerie. Donc, moi, je suis venue ici à ce congrès des herboristes pour essayer de comprendre un peu comment la profession pouvait s'organiser et se positionner aussi à travers un message de qualité, de respect environnemental, de respect de la plante, de respect du client, et différencier ce travail de ce secteur avec des petits producteurs bio, des transformateurs artisanaux, on va dire, des petites entreprises, des structures, et se structurer pour pouvoir résister aux rouleaux compresseurs d'industriels qui ont d'énormes moyens financiers, qui ont d'énormes moyens médiatiques. Et donc, c'est ça qui se joue aujourd'hui, parce que ce secteur, tous ceux qui sont là aujourd'hui, peuvent être broyés comme un fétu de paille très rapidement. Donc, comment va-t-on s'organiser? D'accord. Merci pour votre question. Alors, nous avons demain une journée qui est consacrée sur les contraintes et les perspectives. Donc, il y aura des réponses à tout ça. Voilà. Mais je vais passer la parole à Pascal. Moi, je voulais juste dire qu'il faut rester optimiste parce qu'en Chine, Mao a voulu interdire la médecine traditionnelle chinoise. Et en fait, c'est le peuple qui a dit non, non, c'est notre médecine et nous, on veut la garder. Et donc, il n'a pas pu l'interdire. Donc je crois que de plus en plus de gens veulent se soigner avec des plantes, et donc ce sera, je pense, une réponse de tous, en fait, qui fera qu'on gardera ce moyen de soin. Voilà. Alors, oui, l'organisation est importante, mais je pense qu'il faut vraiment une ferveur par rapport aux gens qui l'utilisent. C'est juste un témoignage. Ça fait 26 Parlez bien avec le micro. Ça fait 28 ans que je suis herboriste. J'ai été à l'école des plantes et j'ai eu mon diplôme en 86. Et bon, on espérait avec l'Europe qu'on nous ouvre les portes. Et donc, j'ai dû trouver autre chose à faire puisque je ne pouvais pas ouvrir une boutique. Et donc, voilà, en 97, j'ai commencé des stages. Mais pour moi, dans mon idée, c'était surtout d'apprendre aux gens qui ne savaient plus les plantes, à les reconnaître, à les savoir les respecter, savoir les cueillir, etc. Et donc aussi avoir des notions et à se prendre en main au niveau de la santé. Et donc ça fait maintenant 17 ans que je fais ça. Et pour compléter vis-à-vis d'un médecin, j'ai beaucoup de contacts avec des médecins anthroposophes qui ont ce même rapport avec les plantes. Et souvent, ils n'ont pas le temps de faire cette information. Et pour moi, si on veut remettre un savoir populaire, il faut prendre le temps aussi avec les gens d'expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de peurs qui traînent, c'est de plus en plus de peurs. Et qu'avant de se soigner avec les plantes, il faut des fois du temps pour les apprendre, les connaître.
Et souvent, certains me disent, Maryse, bah oui, on a fait des belles préparations avec toi, mais on n'ose pas les prendre parce que c'est nous qui les avons faites. Voilà, il y a tout ça, et je crois que, bon, je contacte à peu près. Aussi, c'est important de connaître une plante. On ne la connaît pas tout de suite, une plante. Hein. Et il faut du temps, il faut l'avoir en graines, il faut l'avoir à tous les stades. Donc, pour moi, c'est important de prendre une fois par mois des gens et de les suivre. Il y a des gens que je suis depuis longtemps. Et c'est un échange, si on veut remettre le savoir populaire vraiment en vie, il faut passer par là, par cette information aussi. En fait, il faudrait que tout le monde fasse de l'herboristerie. Oui, mais on a besoin d'avoir une main qui vous tienne de temps en temps, parce que le savoir livresque, ça ne suffit pas du tout. Non, il faut avoir la pratique. Est-ce qu'une autre personne veut poser une question? Augustin va faire passer le micro. Oui, bonjour. Alors, du coup, je vais peut-être un peu changer de sujet. En fait, voilà. On parlait des métiers de l'herboristerie, parce qu'au final, c'est vrai que peut-être aujourd'hui, il n'y a plus un herboriste, il y a des formes d'herboristerie. Et je me demandais si vous vous sentez herboriste, est-ce que vous aussi vous revendiquez le terme d'herboriste, ou est-ce que vous avez plutôt le sentiment de faire de l'herboristerie sans être herboriste, ou est-ce que vous avez le sentiment de faire des métiers autour de l'herboristerie? Voilà. Je vous remercie, c'était justement la question que moi je voulais poser à mes oratrices aujourd'hui, donc merci beaucoup. C'est une vaste question. Et effectivement, bon, la première question qu'on va se poser, c'est finalement, c'est quoi un herboriste? Donc dès lors que, pour moi, un herboriste, c'est quelqu'un qui connaît la plante, mais qui ne la connaît pas forcément dans un tiroir ou dans un sachet. C'est quelqu'un qui a vu pousser la plante, qui sait dans quel biotope elle pousse, qui sait comment elle a été transformée, et puis qui sait également comment la conseiller. Donc moi, je reviens sur mon parcours. Moi, je suis agricultrice, mais quelque part, je suis aussi herboriste, même si je n'ai pas le droit de le pratiquer, en fait. Oui, c'est une question très très vaste. Moi, il y a un aspect dans je me revendiquerai herboriste, mais plutôt spécialisé en plantes, voilà, spécialisé en plantes avec tout ce que ça implique de connaissances et d'information et de communication par rapport à la nature. Voilà, c'est plutôt comme ça que je me définirais. Donc la société Torté, c'est une herboristerie d'industrie. Donc ça veut dire qu'on produit de la plante pour les industriels pharmaceutiques, vétérinaires, etc. Donc on n'a pas du tout... Par contre, effectivement, je connais bien les vertus des plantes. D'ailleurs, je fais des associations de plantes dans mes complexes pour la nutrition animale. Et il y a de très très bons résultats, mais voilà, pour moi ça s'arrête là. Je me dis pas, bon, je suis herboriste dans l'âme, mais je dirais que à moi ça s'arrête à pouvoir proposer des plantes aux herboristes qui auront pignon sur rue et qui auront des boutiques, c'est-à-dire des plantes qui seront tracées, les actifs, où vraiment ils ne peuvent avoir aucun problème au niveau législatif, au niveau de la plante qui sera complètement contrôlée avec les pesticides, etc. Moi, mon travail, c'est ça, c'est-à-dire la production en amont, la traçabilité, et voilà. Et ça s'arrête là, mais voilà, pouvoir distribuer sur le marché des plantes et puis effectivement mettre le pied à l'étrier à des petits producteurs qui ont besoin, ça m'arrive régulièrement de financer aussi des récoltes parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour le faire et ça nous arrive régulièrement effectivement. Si on veut s'assurer d'avoir de la marchandise disponible d'une récolte à une autre, voilà, c'est quelque chose qui s'organise et on n'a pas des gens comme ça qui se disent tiens, je vais produire 15 tonnes de gentianes et puis on verra bien si quelqu'un me les achète. Aujourd'hui, c'est vrai que le producteur, il a besoin de savoir où il va, d'avoir des contrats et c'est vraiment ça qu'on essaye de remettre en place parce que ces 10 dernières années, ça a vraiment été, je dirais que les utilisateurs ont vraiment abusé de leur puissance, entre guillemets, mais aujourd'hui, effectivement, les matières premières étant plus rares et la qualité étant beaucoup plus ciblée, il n'y a pas de quantité pour tout le monde. Donc ça permet aujourd'hui de rééduquer aussi les acheteurs de groupes pharmaceutiques, etc., en leur disant ok, mais il n'y en a pas pour tout le monde. Donc voilà, au niveau des prix,
au niveau de la qualité. Aujourd'hui, on a le pouvoir d'aller plus loin et vraiment de renverser la vapeur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, et avec tous les gens, comme on le disait, qui poussent derrière, qui veulent utiliser les plantes, qui veulent retrouver une autonomie, qui sont libres de choisir comment ils ont envie de se soigner, comment ils ont envie de manger, comment... Voilà, c'est la liberté. Aujourd'hui, c'est ça. Et de toute façon, tout le monde veut ça aujourd'hui. Donc, pourquoi pas, peut-être dans quelques années, le diplôme d'herboriste va être mis, pourquoi pas, on ne sait pas. Mais il faut avoir la foi, ça c'est sûr. Juste une petite parenthèse, Sabine qui est à côté de moi, je la connais quand même bien, parce que je lui ai pendant des années acheté des plantes. Je peux vous dire que si elle dit qu'elle n'est pas herboriste, parce que donc elle vend simplement des plantes à des gens qui travaillent au comptoir, je peux vous dire que des échanges que j'ai eus régulièrement avec elle, je peux vous dire que les propriétés des plantes, elle les connaît beaucoup mieux que certains fournisseurs avec qui on est parfois contraint de travailler pour des raisons de prix, malheureusement, mais surtout pour des raisons de disponibilité. Donc c'est toujours un bonheur de faire appel aux établissements Tortet, parce que derrière on sait qu'il y a de la compétence et de la connaissance. Voilà, je tenais quand même à le préciser. Moi, je ne sais pas si je peux me considérer comme herboriste, étant donné que je ne prescris pas des choses que je prépare ou que je cueille. Par contre, pour moi-même, je cueille et je fais des préparations. Et je me sens, enfin, j'aime les plantes et j'aime les utiliser au quotidien. Donc je suis herboriste dans l'âme, comme ma voisine. Par contre, ça m'arrive, j'ai fait pas mal de remplacements dans les campagnes où les gens... comme ils savent que j'aime bien les plantes, ils me racontent leurs recettes ou ils m'expliquent comment faisait leur grand-mère, ou des fois ils me ramènent des sachets de plantes en me disant on l'appelle, ils me donnent le nom vernaculaire, ils me disent vous peut-être que vous savez ce que c'est en vrai. Donc voilà, j'ai quand même des échanges assez riches de par cette sensibilité. Voilà. Oui, bonjour, David Fouillet du magazine Rustica. Je voulais juste vous donner trois petites infos. Nous on a 2,5 millions d'hectares par semaine. Donc le rapport des Français aux plantes, il est beaucoup plus fort que vous ne l'imaginez, j'ai l'impression. Il est même énorme. Et ça, c'est rien que Rustica, il y a le reste. Ensuite, deuxième chose, effectivement, comme disait Madame Subiram, le rapport de soigner les plantes par les plantes, ça c'est quelque chose qui est vraiment important, les purins d'ortie, purins de prêle, etc. Mais ma question, c'est est-ce qu'il y a une différence dans les principes actifs des plantes, d'une plante qu'on cultive et d'une plante qu'on cueille? Alors moi d'office, je dirais que de toute façon une plante est bien plus à toutes ses capacités quand elle pousse dans son écosystème, ça c'est clair. Et c'est pour ça qu'on essaye au maximum pour des cultures de faire de la semi-culture, c'est-à-dire qu'on réimplante la plante dans son habitat naturel. Comme par exemple le ruscus, le petit hou. Le petit hou, on a essayé de mettre en place des cultures, ça ne fonctionne absolument pas. Et au niveau principe actif, c'est 0. Donc effectivement, la plante de cueillette, voilà, pour moi, alors après, bon, il y a tout le reste. Après, si on veut pousser sur le dosage en principe actif uniquement, qui n'est pas forcément la totale vérité et réalité de l'efficacité de la plante, on va sur une culture, sur des espèces qui vont être développées, donc on n'est pas encore dans les OGM, etc., même si certains y pensent déjà, pour pouvoir avoir toujours le même dosage en principe actif. Mais voilà, moi je viens d'une famille de cueilleurs. Et ça reste de toute façon, dans tout ce qu'on est en train de mettre en place au niveau récolte, c'est vraiment des récoltes en gîte. On a quelques cultures parce qu'on fait des cultures expérimentales, on utilise justement des plantes pour les plantes pour voir ce que ça donne au niveau dosage principe actif. Et bon, voilà. Moi, je voudrais rajouter par rapport à la culture, justement, c'est vrai qu'il y a 36 000 manières de cultiver. Et effectivement, une plante, quand on la connaît bien, on connaît un petit peu donc son environnement dans lequel elle aime pousser. Et tout, j'allais dire, tout l'art du cultivateur de plantes, c'est d'essayer de respecter la plante dans ses besoins. Et donc, ça suppose quoi? Ça suppose d'une part, toujours pareil, une connaissance de la plante. Et puis, ça suppose également une connaissance des sols où on va la cultiver. Et aussi, bon, je pense que ceci est confirmé pour les huiles essentielles. Vous devez connaître les chémotypes. Donc, en fait, on le sait bien au niveau des huiles essentielles. Selon l'endroit où la plante pousse, on a une huile essentielle différente. Donc, je pense que ça peut alimenter et répondre à votre question.
Bonjour, j'habite au Québec, je suis française, mais j'habite au Québec et j'ai découvert l'herboristerie au Québec. Et au Québec, un herboriste, c'est quelqu'un qui peut soit seulement cultiver et cueillir, soit seulement transformer, soit faire tout ça et aussi faire la consultation en cabinet, soit faire que de la consultation en cabinet et ne pas toucher les plantes, mais qui a cette connaissance-là. D'après ce que j'entends ici, il y a comme des silos un petit peu, hein, il y a comme une séparation, et la clinique, enfin, ce serait un phytothérapeute qui serait en clinique, c'est ça ce que je comprends? Ok, d'accord. Donc il y a comme... d'accord. Merci beaucoup pour votre question. C'est vrai qu'on a une différence, on va dire, en Europe et en Amérique du Nord, puisque donc aujourd'hui, et ça on va le développer énormément demain, on aura la chance d'avoir un monsieur qui va venir, on va dire, nous casser le moral. C'est comme ça souvent qu'il se présente, il s'appelle Monsieur Manot, voilà, Jean-Christophe Manot, merci. Et il va nous rappeler comment l'Europe nous encadre dans un magma de réglementation épouvantable. Et ce qui est amusant, c'est que effectivement, donc l'approche de l'Europe, elle différencie beaucoup les choses. Et ils sont très cartésiens. Et on sait que le cartésianisme est en train d'être remis en cause sur bien des plans. Mais bon, la Commission européenne n'a pas encore entendu ça. Et c'est vrai qu'au Québec, il y a une telle pression, d'après ce que j'ai compris, donc il y a quand même des herboristes qui ont réussi à avoir du gain de cause pour certaines activités. Et nous, on peut dire qu'on est un petit peu sur cette même mouvance, ce même but. Et il faut qu'on se coule le cocotier et qu'on se fasse entendre là-haut. Ils ne seront pas sur un cocotier végétal, eux, ils sont dans une tour d'ivoire. Et il faut arriver à secouer cette tour d'ivoire, c'est pas simple. Voilà. En tout cas, pour ça, la première chose à faire, c'est qu'à la base, on soit fort et qu'on puisse faire bouger le sol. Mais à mon avis, le sol, tout ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Donc un jour ou l'autre, ça va porter ses fruits. Parce que pour l'instant, en gros, en pratique, personne n'a le droit de prescrire à part nous, en vrai, selon les textes, et nous, on n'a pas le droit de s'appeler phytothérapeute. Donc voilà, tout est dit. Bonjour, je suis ici. Mais en fait, ça suit un peu le même thème parce que moi, je reviens du Québec, j'ai fait ma formation d'herboriste là-bas dans le but de pratiquer ici. Et là, je suis vraiment mêlée entre les termes de ce qu'est un herboriste, un naturopathe. Est-ce que je dois faire un naturopathe pour avoir le droit de pratiquer? Et quelle est la place, les législations? En tout cas, est-ce que ça existe en fait, un métier d'herboriste? Est-ce qu'un herboriste peut pratiquer? C'est comme si on dirait qu'il y a un trou. Donc bienvenue. Et c'est pour ça qu'on a divisé le week-end en deux parties. En fait, on s'est dit que donc, dans un premier temps, on essayait de se dire que tous ensemble, on est dans une maison de fous. Et demain, la maison de fous, on va voir si elle est en train de couler ou pas. Voilà, et c'est de s'effondrer. Et en fait, j'espère que demain soir, on aura envie de se dire qu'il nous faut être tous en associativité, comme a dit monsieur Jean-Marie Pelt, pour trouver des solutions. Et pour moi, en tout cas, je sais que les solutions, elles arrivent à pas le géant. Voilà, mais tout ça, ça sera pour demain. C'est pas qu'on veut pas vous le dire, mais il y a des solutions, on va en parler. Vous verrez demain matin, ça va être tartine hein, quand même. Hein. Dormez bien ce soir, parce que... Monsieur Manot, il va nous en mettre une couche, comme on dit. Mais c'est nécessaire, il faut absolument qu'on comprenne ce qu'ils font là-haut. Et voilà. Mais vous verrez que herboriste, herboristerie, naturopathe, médecin, praticien de santé, tout ça, on va le décortiquer, on va le remettre dans les cases, et après on va essayer d'y voir plus clair. Une autre question peut-être ? Le micro arrive. Bonjour, ça serait juste, moi, pour poser je suis une simple pratiquante, utilisatrice de plantes, avec des plantes qui sont dans mon jardin. Et je me pose des questions par rapport à l'intervention de Jean-Marie Pelt ce matin sur les associations de plantes. Alors, par exemple... J'utilise en ce moment, parce que c'est mon âge, la sauge pour la ménopause, par exemple, et une plante digestive, la mélisse. Est-ce que, en mélangeant, parce que voilà, par rapport au goût, la sauge et la mélisse, tout simplement, est-ce que je vais avoir l'effet de la sauge et l'effet de la mélisse en même temps, ou est-ce que c'est... voilà, est-ce qu'il faut éviter de faire ce genre de mélange et ne prendre, par exemple, que de la sauge, faire une tisane de sauge et puis plus tard faire une tisane de mélisse.
Voilà. Est-ce que c'est un danger de mélanger de plantes? Est-ce que leurs vertus vont s'additionner ou vont se compléter? Voilà. Moi, je pense qu'on peut mélanger, et même au contraire, il vaut mieux mélanger. Parce que souvent, les toxicités avec certaines plantes, c'est quand on prend une seule plante en des grosses quantités, toute seule. Donc souvent, il y a moins de risques, et en plus, il y a une synergie d'effets. Donc pour moi, on a intérêt à mélanger. Après, tout dépend du nombre. En mélanger 50, bon, voilà. Et comment vous vous sentez quand vous prenez votre tisane? Vous vous sentez bien? Voilà, il n'y a pas de réaction. Bah, ça veut dire que ça le fait. Hein. Ça le fait. Oui, sinon votre corps, il vous le dirait. Et si après le congrès, vous avez des questions de ce type-là, vous avez, à mon avis, 3 solutions. Vous allez voir une personne qui est installée dans le cabinet, qui connaît les plantes, c'est le cas de Julie. Vous allez voir une personne sur le terrain qui les cultive et que vous savez que cette personne a des compétences, c'est le cas de Geneviève, à côté de moi. Et vous avez aussi des personnes qui vont travailler au comptoir, des herboristes, parfois aussi des pharmaciens, évidemment, qui connaissent bien les plantes. Il faut leur demander tout simplement, est-ce que je peux faire? Mais surtout, à mon avis, ce qu'il faut que vous fassiez dans la démarche, c'est de dire, ok, j'ai entendu votre question, mais expliquez-moi. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est toxique? Et là déjà, vous avez des personnes qui ne seront pas capables de vous l'expliquer. Ça, c'est grave. Et puis, vous avez des personnes qui vont vous dire, bah, voyez, regardez, si vous prenez la sauge, elle contient une huile essentielle, comme ci, comme ça. La mélisse, par exemple, ce qui est bizarre, c'est qu'elle est à la fois tonique et antispasmodique. Et ben, j'ai compris pourquoi elle est à la fois tonique et antispasmodique. Et ça vous donne tellement envie d'aller plus loin qu'un jour, vous allez vous rapprocher d'une école de plantes. Et puis, un jour, vous allez faire le cursus. Et puis, vous allez vouloir être herboriste plus tard. Oui, votre remarque tout à l'heure qui disait on s'adresse à la maison Tortet, quelquefois pour des raisons X ou Y, on doit s'adresser à des producteurs de moindre qualité. Et puis là, on a une productrice en direct. Comment est-ce qu'on fait, nous, quand on va... Alors, si on va chez notre ami Corjon ou notre ami de Bonneval, on suppose qu'il a... On suppose, on fait confiance, qu'il a de bonnes sources. Mais moi, si je rentre dans la vie claire, chez Satoris ou je sais pas quoi, comment est-ce que je fais pour avoir quelques garanties sur les qualités des plantes que j'achète? Parce que je ne vais pas les cueillir, moi. Alors, je pense que la première chose à faire, justement, quand on est chez des distributeurs, c'est de discuter avec les distributeurs, leur demander un petit peu où est-ce qu'ils s'approvisionnent. Chaque fois que vous allez acheter une plante chez un distributeur, il y a forcément une étiquette. Donc rien ne vous empêche également de... Alors ça demande forcément du temps, mais je pense que pour entrer dans une bonne relation avec la plante, c'est aussi important de savoir qui la produit. Et pour savoir qui la produit, parfois, faut peut-être venir voir à la source. Moi, je ne vais pas répondre façon distributrice, mais moi, j'accueille facilement les personnes qui viennent voir nos plantes. J'accueille, je montre mes techniques de travail, etc. Et je pense que ce qui est important, c'est la relation de confiance. Voilà. Mais après, il y a également des labels. Il y a certains labels par rapport aux plantes. Donc sur les plantes, on a le label bio, avec une certification par différents organismes. Il y a également tous les labels style syndicat des samples, etc. Et derrière tout ça, il y a un cahier des charges qui va garantir un certain nombre de choses. Voilà. Mais effectivement, après, c'est vraiment la relation. Et je voudrais compléter, si c'est possible. Si c'est possible, je peux compléter. Ce que je vous propose, on repasse le micro à cette dame, parce qu'elle a une question complémentaire, s'il vous plaît. Oui. Oui, on va lui demander. On va demander aussi à Julie de répondre. Vous pouvez passer le micro à cette dame, parce qu'elle, donc elle. Si, parce que c'est important qu'on enregistre. Voilà. Pardon. Je dis oui, mais la relation, très bien, si je peux aller chez vous, c'est bien, sauf que j'habite très loin d'Automne. Et puis, je vais aussi dans des magasins comme la Vie Claire ou autres qui ont des pochettes à leur enseigne. C'est comme les marques distributeurs des grandes enseignes pour autre chose. Moi, je demande qu'à acheter de la qualité, mais c'est pas du tout évident. Bio, vous avez du bio jardin à Carrefour, c'est du... Une fois des tisanes, c'est même pas la peine. J'ai jeté à poubelle, vraiment.
etc. Bon, donc là, on a Madame Tortet qui parle des... Ça m'intéresse vraiment, des contrôles qualité. Mais vous avez raison, On les a pas, c'est ces le gros étiquettes, ça. problème aujourd'hui. C'est le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on trouve tout et n'importe quoi et aucun moyen, effectivement, pour le consommateur de vraiment... Donc, effectivement, il y a quelques labels et puis, bon, effectivement, déjà, d'aller sur le bio, c'est déjà une garantie, hein, au niveau pesticides, etc. Mais ça ne veut pas dire que la plante a été bien séchée, ça veut pas dire... Donc, c'est toute la difficulté, effectivement, et c'est vrai. Moi, j'ai pas la réponse à votre question parce que c'est vrai que c'est, pour l'instant, c'est qu'on... Moi, par exemple, quand je prescris, je dis jamais aux gens d'acheter dans les supermarchés ou dans les magasins bio. Je leur dis soit d'aller en herboristerie s'ils en ont une à côté de chez eux, soit s'il y a une pharmacie qui fait herboristerie, qui a des plantes qui sont contrôlées, tout ça. Mais c'est vrai que souvent, les tisanes de supermarché, c'est un peu tout sec. On ne sait pas depuis combien de temps c'est dans le sachet. Ils tirent les prix au maximum. Là, pour le coup, sécurité, interdit pendant la grossesse, machin, l'âge, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, vraiment, c'est... faut pas le prendre, on peut en boire une tisane de temps en temps pour le goût, mais il ne faut pas le prendre de façon thérapeutique, 3 tisanes par jour pendant longtemps, quoi, parce que... Alors, si je peux compléter, alors je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai que le monde des plantes, on a tous été pourchassés, les passionnés de plantes, pendant 30 ou 40 ans. Donc nous, on s'est mis dans la cueillette parce qu'il n'y avait pas trop, c'était pas trop compliqué au niveau législation. Et je veux vraiment remercier tous ceux qui sont restés dans l'herboristerie parce qu'ils ont vraiment été très très embêtés tout le temps. Mais pour rester dans l'herboristerie, je pense qu'ils ont dû vendre des plantes qui n'étaient pas forcément toujours de très bonne qualité et qui venaient parfois de pays lointains et pas biologiques du tout. Mais qu'importe, ça nous a permis de rester sur le terrain, de rester en contact tous ensemble et de permettre que les plantes soient bien là au cœur de notre centre d'intérêt à tous. Maintenant, c'est vrai que nous, les cueilleurs, producteurs, en France, on se pose cette question de la qualité, justement, et on voudrait arriver tous à avoir ce label bio. On ne l'a pas tous. Des plantes bio, elles ne sont pas toutes bio, même dans les herboristeries, ça, on le sait, voilà. Et on a tous ce souci de qualité, et il faut qu'ensemble, on arrive à cette étape supplémentaire, maintenant qu'on arrive à se fédérer, à se connaître, voilà, à savoir qu'on est tous intéressés par les plantes, à arriver à de la qualité, et si possible la qualité française, moi je serais plutôt pour. Et on peut définir la qualité avec deux approches. On peut dire d'un côté, si je regarde dans un magasin de produits bio, voilà, donc quelle est la qualité des plantes? Eh bien, un magasin de produits bio, il a une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'on va dire, vous ne devez pas traiter vos plantes. Et donc après, vous pouvez les vendre et vous dire, elles seront estampillées bio. Ça, je schématise un peu, hein. Mais si vous allez dans une boutique de type pharmacie, vous allez avoir des boutiques qui vont avoir une obligation de résultat. On ne leur dit pas, quel que soit le produit d'origine bio, pas bio, on s'en moque un peu. Ce qu'on veut, c'est qu'on soit sûr qu'on ait un principe actif à l'intérieur. Donc ce qui nous intéresse là, c'est le résultat. Moi, j'aurais tendance à dire que la qualité, elle passe par les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous oblige soit à avoir des obligations de moyens, soit des obligations de résultats. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas demander à des personnes qui sont dans des filières dans le domaine de la santé, d'avoir des obligations de moyens et de résultats? Et si vous prenez une personne qui a on veut dire, de la qualité sous le coude et qui en plus est compétent, et si on se réfère juste dans notre petit espace qui est notre jardin, vous savez, nous sommes des gens en contact avec la nature, donc si on s'occupe juste de ce monde végétal et qu'on y associe une qualité, parce qu'on connaît, parce qu'on a une compétence qui vient se rajouter à la qualité, et ben ça vous fait des herboristes. Voilà. En 2 mots, c'est ça. Bonjour, je voudrais juste dire que le débat qu'on a là actuellement pour savoir si la plante qu'on trouve, la qualité de la plante qu'on trouve en pharmacie chez Biomachin ou chez un petit producteur, c'est exactement la même qu'on peut avoir sur l'alimentation en général. Et que le fait de structurer une grosse filière, ce qui avait été dit plus tôt, c'est pas forcément non plus une solution à rechercher, parce que plus une filière est structurée, plus on perd en traçabilité et en authenticité. On en revient au niveau agricole à des structures de proximité pour garantir et la qualité, et l'authenticité, et la traçabilité, et la qualité. Vous avez parfaitement raison, c'est pour ça que c'est intéressant, si vous voulez, d'arriver à passer du stade industriel. Tu seras d'accord avec moi, Sabine, je vais te laisser la parole pour ça. À quel niveau, on peut dire, se met le curseur sur ce qu'on appelle l'industrie? Et est-ce qu'on peut dire, voilà, un industriel, il fait un certain volume, est-ce qu'il doit faire baisser ses volumes pour rester dans des lots?
Voilà, donc tu pourrais peut-être répondre à la question. Mais nous, en fait, comme on est sur différents secteurs d'activité au niveau consommation de la plante, c'est-à-dire que les lots que j'achète, suivant la qualité du produit, il est déclassé. Par exemple, on va faire des engrais bio, entre guillemets. Si, par exemple, on a un lot qui arrive et qu'il y a un problème, où il n'a pas été bien séché, il est pas récupérable, on va le déclasser. Voilà, donc en fait, toutes les plantes, quand elles arrivent, suivant aussi les résultats pesticides, métaux lourds, etc., vont aller vers la destination, par exemple, complément alimentaire, parce que ça, c'est la top qualité. Après, l'extraction, ça va plus être un dosage en actif. Voilà, donc, et nous, effectivement, herboristerie d'industrie, c'est le titre qu'on s'est donné parce qu'on fait de la plante pour les industriels, entre guillemets, et en quantité importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des quantités importantes de plantes, des containers, même des productions françaises, hein, et la qualité. C'est-à-dire qu'on essaye de jouer sur les deux tableaux. Il n'y a pas de raison qu'on arrive. Et par contre, la chose aussi, c'est par exemple les grands distributeurs pour les plantes, ils ne veulent jamais payer les prix. Donc les producteurs ne peuvent pas s'y retrouver. C'est clair. Mais ces gens-là, forcément, comme ils tirent sur les prix, ils ont des plantes qui ne sont pas top qualité. Ça, c'est une évidence. Donc voilà, l'explication, elle est toute simple. Donc, est-ce que vous êtes surtout sur des productions étrangères dans le principe du commerce équitable? Alors, moi, ce qui m'agace aujourd'hui, c'est que le commerce équitable, c'est devenu très marketing et qu'en fait, c'est juste un truc normal de respecter l'être humain, de leur donner la possibilité. Aujourd'hui, je travaille avec des pays, effectivement, ce sont les femmes et les enfants qui travaillent. C'est comme ça, on ne va pas révolutionner leur pays. Par contre, moi, ma responsabilité, elle est que chacun soit rémunéré comme il faut, que ma filière perdure, c'est aussi dans mon intérêt, mais il est hors de question que, et ça c'est quelque chose qu'on contrôle et qu'on est hyper, donc on a des partenaires, on n'est pas des opportunistes. Moi j'aime les histoires qui durent, donc ça veut dire que c'est un investissement. Et quand vous vivez des choses avec des gens, des difficultés, des mauvaises récoltes, et ben c'est dans la difficulté que vous voyez qui vous avez en face de vous et comment la relation évolue, et ça c'est beau, parce que ça c'est une vraie histoire. Donc c'est, voilà, et on avance comme ça. Donc non, je parle pas de commerce équitable ou de choses comme ça, parce que pour moi, c'est une évidence et c'est ce qu'on fait depuis toujours. Donc c'est vrai que, voilà. Donc distribuer aussi, puisqu'ils ramassent des gants, des choses, simplement pour que les cueillettes soient plus faciles, pour que c'est dans mon intérêt, c'est vrai, mais c'est aussi parce que je veux que ça continue et je veux qu'ils travaillent dans des conditions qui soient... Mais ça, j'en parle pas parce que c'est la base. C'est la base. Moi, par rapport à la qualité, moi finalement j'aurais envie de poser la question, quel effort le consommateur a-t-il envie de faire par rapport au fait de trouver un produit de qualité? Et cet effort, ben justement, c'est je me renseigne, je discute. Peut-être qu'effectivement le prix sera un tout petit peu plus cher que la tisane que je peux trouver en supermarché, mais finalement, j'allais dire la qualité, si on veut relever le niveau de qualité, si on veut un niveau de qualité, c'est encore une fois, et la comparaison avec l'alimentation est tout à fait exacte, c'est moi, le consommateur, je veux quoi? Et c'est de là, je pense qu'on peut arriver à imposer nos niveaux de qualité. Effectivement, l'information n'est pas partout, mais ça vaut le coup parfois de challenger son fournisseur. On a encore un tout petit peu de temps pour d'autres questions. On a un bras qui se lève. Oui, excusez-moi, je voulais pas intervenir. longtemps, hein. Non. Promis, hein. On a touché un point essentiel, la traçabilité des plantes et l'envie et le besoin des producteurs d'être proches de leurs clients et des consommateurs d'être proches des producteurs. Donc c'est un travail dont on ne peut pas s'affranchir, à mon avis, que d'imaginer des circuits courts et pourquoi pas de privilégier bien sûr des plantes locales, puisque on doit pouvoir se soigner avec nos plantes locales, mais on en est loin parce qu'il faut trouver quand même un équilibre financier. Et alors il ne s'agit pas d'industrie à grande échelle, mais de permaculture et d'une organisation qui permet d'optimiser la relation entre le consommateur et le producteur. On avait une dernière question qui était au fond, monsieur, avec la chemise de fond. Ouais.
Non. C'est la même question, mais le point exactement inverse. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une idée du nombre de tonnages de plantes qu'il vous faut si vous réussissez à convaincre 10 à 15% de se fournir en herbe pour se soigner? Alors moi je pense qu'on a la réponse, c'est qu'on va arrêter de faire du maïs et on fera des herbes. Oui, mais on prend le tonnage du maïs et vous faites l'équivalent en herbe et on aura plus que 15% de la population qui sera bénéficiaire. Alors, ça serait une question en deux temps. Le premier temps, c'est que l'image d'un herboriste, c'est un peu actuellement, l'industrie pharmaceutique a bien fait son travail. Un herboriste, c'est un gourou un peu alchimiste. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourra être fait pour changer cette image un peu surannée? Et deuxième point, est-ce que un de vos intervenants disait tout à l'heure que justement on est très facilement hors la loi. Est-ce que la profession a pour objectif de s'organiser pour défendre éventuellement quelqu'un qui se fait attaquer par le Conseil de l'ordre, par un consommateur qui n'est pas content, pas satisfait, contrôle, procès et amende? Est-ce qu'on est capable de se structurer pour se défendre? Pour répondre à la deuxième question, après je vais demander à Julie de répondre à la première à propos des gourous herboristes. Mais en tout cas, pour ce qui est de la défense, c'est justement pour ça qu'on est là. Et tout à l'heure, on va vous annoncer quelque chose de chouette, c'est qu'il y a une fédération qui se construit. Donc si déjà il y a les écoles qui se rapprochent, à mon avis, il n'y aura pas loin qu'un syndicat qui se monte. Voilà, donc Julie, à toi. Merci beaucoup. Concernant le gourou, je pense que c'est déjà une vieille image. C'est beaucoup du cliché. Après, l'alchimie, bon, c'est quand même l'ancêtre de la chimie. Donc maintenant, c'est un gourou chimiste, en fait. Voilà, donc c'est pas si négatif. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont dû se battre pendant des années pour faire entendre la voix de l'herboristerie. Et c'est aussi pour ça que maintenant on a cette image dans les médias des gourous, parce que justement il y a des gens qui ont dû monter au créneau pour essayer de se faire entendre, et il fallait des personnes charismatiques. Alors maintenant il y a beaucoup de monde derrière qui ne sont ni des gourous ni des fanatiques. Et voilà. Non, puis il y avait aussi un problème de formation, c'est qu'il y avait des gens qui s'improvisaient comme ça herboristes, ils connaissaient 3 plantes, ils s'installaient. On a eu le même problème pour la médecine chinoise. Justement, ce qui est bien, c'est qu'il y ait des écoles avec des gens compétents. Et je crois que ça se fera à ce niveau-là, au niveau de la formation. On ne pourra plus appeler après les gens qui feront de l'herboristerie des gourous, parce que ce seront des gens bien formés et qui donneront des conseils avisés. Si on a le temps pour une dernière question, je vois qu'il y a une main qui se lève au fond. Le temps que le micro arrive à la personne, je dirais moi, à propos des gourous, qu'un gourou, si on peut donner une définition, c'est son propre, c'est de se gourer. Voilà. Et j'ai pas l'impression que les herboristes qui sont encore là, ce soient des gens avec le temps et l'expérience et les retours qu'ils ont, ce soient des gens qui soient gourés. Et puis moi, je dirais que c'est un petit goût. Les gens aujourd'hui, ils ont besoin d'authenticité. Et en fait, herboriste, je veux dire, oui, c'est séduisant comme terme, mais ça rappelle à quelque chose. Et pour moi, je te rejoins, Julie, c'est pas du tout, c'est ni suranné, ni au contraire, c'est vraiment in. Bonjour. Moi, je voulais juste savoir ce que c'était qu'un thriller végétal. En fait, oui, c'est le nom de... c'est l'éditeur qui a voulu appeler le roman que j'ai écrit comme ça, le thriller végétal. Donc en fait, j'aime bien les plantes. Je vais parler plus près. J'aime bien les plantes et surtout le rôle que le végétal a eu dans la fondation des mythes dans l'histoire. Donc Jean-Marie Pelt nous parlait des zombies, mais dans beaucoup de civilisations, les plantes, en particulier les plantes hallucinogènes, ont eu un rôle comme les plantes à sorcières, donc les solanacées, mais il y en a beaucoup d'autres. Et du coup, je trouvais que ça se prêtait bien à une enquête et à un thriller. Donc c'est un thriller végétal. Le titre, il s'appelle Les enfants indigos. Il y a l'heure
de la fin qui approche. Voilà, donc sauf s'il y a une question rapide. Non, bon, oui. Je voudrais juste faire un commentaire. Donc moi j'habite à côté d'Orléans et mon médecin traitant, parce qu'il n'y a pas de personnes qui travaillent avec les plantes, hein. Donc mon médecin traitant que je vais voir une fois tous les 2 ans, je me soigne essentiellement avec les huiles essentielles, hein, avec les plantes. Et mon médecin traitant trouve effectivement que les plantes, c'est un remède, les huiles essentielles, pardon, c'est un remède de charlatan. Je cite. Mais c'est la formation médicale. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Il a le droit d'avoir son avis. Hein. On n'est pas obligé d'en tenir compte. Il a probablement jamais été formé, ni en phyto, ni en aromathérapie. Voilà, on va tout à l'heure accueillir Gilles pour sa conférence justement sur on va dire, une personne qui a le pied à la fois dans la science et un pied aussi dans la tradition. C'est le thème de sa conférence. En tout cas, je voulais vous dire que est-ce qu'on peut vivre de sa passion et est-ce que cette passion, il faut en vivre? Écoutez, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. On n'est pas là pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. En tout cas, je crois que j'ai réuni une brochette de personnes autour de moi. Puis il y a eu d'autres personnes qui ont porté leur témoignage pour dire que finalement, c'est vrai qu'il vaut mieux à la rigueur se perdre dans sa passion que de perdre sa passion. Et je reste convaincu aussi que les plantes nous apportent beaucoup au quotidien et que si vous n'avez pas de passion dans la vie, rapprochez-vous des plantes, elles vont vous en coller une, un de ces quatre. Voilà. Ça se fait assez vite. Voilà. Donc merci beaucoup et on ne s'éloigne pas trop pour revoir Gilles tout à l'heure.